Cette vidéo est sponsorisée par Allopneus. Le saviez-vous? La loi montagne évolue. Alors que l'indication M+S suffisait sur les pneumatiques pour valider une monte en zone montagne auparavant, il faut désormais le logo 3P-MSF pour être dans la légalité. Mais ça change quoi? Le marquage M+S n'est pas une norme, c'est une indication faite par le manufacturier sur la base de ses propres tests. L'Union européenne a souhaité se doter d'un marquage validé par des laboratoires agréés et a créé la norme 3 Peak Mountain Snowflake, avec son logo caractéristique. C'est désormais le seul marquage légal pour l'État, mais aussi pour votre assurance en cas d'accident. Pensez-y. Avec Allopneus, retrouvez tous les pneus 3P MSF au meilleur prix avec le montage à domicile ou à l'endroit de votre choix. Acheter chez Allopneus, c'est la sérénité au meilleur prix. Pour le Black Friday, bénéficiez de 5% de remise grâce au lien en description en mettant le code choucroute5 du 27 novembre au 11 décembre 2024. Un grand merci à Allopneus d'aider le choucroute garage à perdurer pour vous proposer toujours plus de contenu indépendant. Et maintenant, place à votre vidéo. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JMT 22e du nom. Moins de sujets dans cette édition, mais des sujets plus longs. On parlera beaucoup de stratégie, aussi bien commerciale, économique que politique. En cette fin d'année, la voiture électrique est en crise et certains voudraient déjà jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais ce serait ignorer la lame de fond qui avance toujours loin des regards des polémistes et catastrophistes. Si seul l'un de ces sujets vous intéresse, vous trouverez le chapitrage juste en dessous dans la barre de lecture et dans la description. Bon journal! Avant de commencer ce journal, je voulais remercier encore une fois chaleureusement Allopneus qui nous a suivis toute l'année avec 3 opérations avec des remises pour vous et qui ont permis de compléter le financement du choucroute garage. Sans ce type de partenariat, il est clair que ces vidéos n'existeraient pas. Encore un grand merci à Allopneus qui me permettent de rester totalement indépendant de grandes marques et de pouvoir dire ce que j'ai envie de dire. Voilà, et maintenant, place au journal. Depuis novembre 2019, le Tesla Cybertruck a cristallisé énormément de critiques. Si son aspect a été choquant pour beaucoup, s'il a mis 4 ans à être mis en production, il fédère pourtant énormément de personnes autour de lui. Les chiffres de précommande ont été estimés jusqu'à 2 millions de billets de 100 $. Mais à ce jour, alors que les estimations de vente s'élèvent à environ seulement 30 000 exemplaires depuis sa mise en production, l'usine et la chaîne se sont arrêtés pendant 3 jours en ce début décembre. Et ce n'est pas la première fois. Certains y voient le signe que le Cybertruck ne se vend pas. Si Tesla estime le rythme de production actuel à 125 000 véhicules par an et prévoit une production maximale de 240 000 exemplaires pour sa ligne de fabrication d'Austin actuellement en service, on peut se poser la question. Quelle est la réelle situation du Cybertruck ? Revenons en 2019 pour essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment. Lors de la présentation du pick-up en triangle, plusieurs choses ont été, à mon avis, les facteurs essentiels de l'intérêt de la majorité des clients potentiels de l'engin. Les postulats d'Elon Musk étaient, à mon avis, très bons. Lorsqu'un acheteur veut un pick-up, il pense en premier lieu à son usage. La durabilité et la résistance aux agressions sont des points clés pour cela. De ce point de vue, le prototype du Cybertruck répondait parfaitement à ces préoccupations. Le second point que prennent en compte les clients professionnels est le prix, mais aussi le coût d'utilisation. Pour ce dernier point, Tesla est imbattable. Et le Cybertruck devait donc aussi bénéficier de cet avantage clé pour son succès. Une fois la présentation faite, la hype autour de l'auto a changé pourtant la donne. À cause de son design si particulier, ce ne sont pas les clients professionnels qui ont été les plus expressifs, mais les stars et autres VIP qui ont exprimé leur intérêt pour l'engin. Imaginez maintenant la réunion stratégique qui a suivi la présentation et les premières réactions. Alors que le véhicule se voulait abordable et produit en masse, une autre clientèle se profilait. Et elle était capable de payer bien plus cher pour un Cybertruck que les professionnels.
Lorsqu'on a à l'esprit le pragmatisme d'Elon Musk, mais aussi sa capacité à remettre en cause ses décisions passées, au risque de décevoir une partie de sa clientèle, cela ouvre une possibilité de voir comment les choses ont évolué à long terme. Le prototype a été construit en moins de 100 jours et il a été parfaitement fonctionnel. Probablement basé sur une batterie et des moteurs issus de la modèle 3 ou du modèle Y, l'industrialisation d'un tel véhicule aurait pu être extrêmement rapide, du moment qu'on gardait sa simplicité. En utilisant les pièces des Tesla actuelles, il restait à développer les gigacastings plus imposants, qui auraient d'ailleurs pu être produits dans les presses de l'époque, et soudés en attendant des pièces monoblocs. D'ailleurs, aujourd'hui, une partie des gigacastings sont également soudés. En conservant l'architecture 400 volts et le circuit basse tension de 12 volts, on n'aurait certes pas eu la direction électrique ou les 4 roues directrices, mais qui s'en serait soucié dans un monde professionnel? Ceux qui utilisent des pick-up au quotidien savent bien gérer leur gabarit. De la même manière, la suspension pneumatique aurait pu être dérivée de celle des modèles S et X, ce qui a été probablement le cas du prototype. La filière de fournisseurs n'aurait pas été un souci non plus. Ça aurait même été un avantage. Augmenter les quantités de commandes pour des pièces standardisées aurait réduit le prix unitaire pour le Cybertruck, mais aussi pour les autres produits de la gamme Tesla, induisant des baisses de coûts générales. Avec des coûts de développement faibles et une production qui aurait pu augmenter rapidement, les prix annoncés en 2019 auraient pu être à peu près tenus. Avec l'inflation et la crise du Covid, on pouvait espérer une version de base à 45 000 $, un dual motor à 55 000, tandis que la version sportive à 3 moteurs serait montée dans les 80 000. Tout cela est bien beau, mais avec de tels prix, Tesla aurait dû produire bien plus de véhicules pour faire des bénéfices. En tout cas, plus qu'ils n'en ont produit aujourd'hui. En changeant de cible clientèle, du moins au lancement, il devenait possible d'être rentable plus tôt, et en produisant moins d'autos. En plus, les clients qui payaient cher payaient pour le développement d'une nouvelle technologie utilisable sur toute la gamme Tesla future. Mais du coup, cela a imposé des changements. Il devenait important de faire un meilleur pick-up. Meilleur entre guillemets, soit dit en passant. Lorsqu'une star achète un Cybertruck, les 4 roues directrices ou la direction électrique deviennent importants, ne serait-ce qu'en termes d'image, et adopter des fonctions uniques sur ce marché légitime le prix auquel l'engin est vendu. Finalement, le Cybertruck ne se vend pas autant que ce qu'avaient suggéré les précommandes. Mais il est rentable, ce qui ouvre la voie vers des modèles plus simples, qui pourraient voir leur prix réduit. Supprimer la direction arrière, retirer les commandes électriques du capot avant ou du volet de benne, ne mettre qu'un seul moteur, et réduire la taille de la batterie aurait du sens pour proposer un véhicule largement plus abordable qui se vendrait en masse. Et qui lui, par contre, serait plus acceptable pour un professionnel. Cela diminuerait pourtant la rentabilité du modèle à l'unité, et je pense que Musk a une autre idée à mettre en application avant d'en arriver là. Si Elon Musk veut doper les ventes de ses versions chères et rentables, il doit le faire homologuer en Europe et en Asie. C'est probablement en cours, même si on sait que cela ne débouchera pas sur des chiffres de vente mirobolants. Mais si ça permet de générer des profits supplémentaires et de vendre la production, c'est une bonne idée, je pense. Tout ceci promet de repousser encore un peu l'apparition d'un Cybertruck réellement abordable pour les pros, mais en finalité, cela devrait tout de même arriver un jour. En tout cas, c'est ce que j'espère, et on verra bien ce qu'il en sera. À suivre, assurément. Si vous suivez l'actualité automobile, vous n'êtes pas sans savoir que dimanche dernier, le 1er décembre, Carlos Tavares démissionnait de son poste de CEO du groupe Stellantis avec effet immédiat. Ce n'était qu'une demi-surprise, mais le départ précipité évoque quand même pas mal de choses. Beaucoup de commentaires ont été édités à ce sujet, mais je pense que l'essentiel est passé sous silence. Et c'est ce dont nous allons parler dans ce sujet. Commençons par la version officielle. Le conseil d'administration de Stellantis a annoncé la démission de son patron, en précisant que c'était en raison de divergences de vues. J'avoue que j'ai du mal à y croire, enfin pas totalement en tout cas. Des rumeurs n'ont pas tardé à se répandre avec en particulier une dotation financière de plusieurs dizaines de millions d'euros à l'ancien patron pour son départ. Ce qui aurait du sens, dans une certaine mesure. En effet, d'un strict point de vue financier, M. Tavares a fait gagner des fortunes à ses actionnaires. Mais c'est sans compter sur les dégâts collatéraux, et ils sont nombreux. Entre les fermetures de sites, les ventes de savoir-faire et le déni de l'histoire des constructeurs de la constellation Stellantis, les personnes lésées sont légion.
et en premier lieu, les employés, mais aussi les clients. Avec une politique d'externalisation, M. Tavares est parvenu à maintenir les bénéfices pendant un certain temps. Mais les bijoux de la grand-mère ne durent pas toujours. En rachetant Opel en 2017, PSA remettait une pièce dans la machine. La vente d'une majorité des installations de Rüsselsheim et la mise à la poubelle des designs issus de GM a permis à PSA d'augmenter les volumes de production de pièces conçues à l'économie pour les Peugeot, DS ou Citroën. Arrive l'affaire Fiat Chrysler Automobile, qui devait être rachetée par Renault avant que le français ne se retire brusquement. PSA saute sur l'occasion et intègre FCA dans un nouveau groupe, Stellantis. Là aussi, M. Tavares y voit de nouveaux actifs à vendre et une nouvelle échelle de standardisation des produits. Seulement voilà, avec une telle politique, le groupe ne pouvait pas réussir à long terme, et voici pourquoi. Lorsqu'on achète une auto, il y a deux approches possibles. Soit on recherche un déplaçoir le moins cher possible, ce qu'il y a sous le capot, on s'en fout un peu, tout comme l'endroit où est produite l'auto. L'important est d'avoir l'essentiel et que ce soit fiable. C'est typiquement ce segment que Dacia occupait jusqu'à il y a peu, avec le succès qu'on connaît. Or, Stellantis n'avait pas de telle marque. Et M. Tavares pensait faire de Citroën cette marque minimaliste. Citroën, une marque avec une histoire d'innovation technologique au passé prestigieux. C'est juste inimaginable. À l'autre bout du spectre des acheteurs d'auto, il y a ceux qui aiment les voitures, mais aussi ceux qui s'identifient aux valeurs d'une marque. Et sincèrement, ils sont plus nombreux qu'on ne le pense. Choisir une marque, c'est bien souvent parce qu'elle correspond à notre esprit et à notre manière de voir les choses. Son image, sa spécificité et tout ce qui fait l'essence même de la marque nous importe. Par contre, là, Stellantis était très bien fourni dans ce type de marque, avec Maserati, Alfa Romeo, Dodge ou Jeep et bien d'autres. Le souci ? Eh bien, la politique de standardisation à outrance a juste détruit ce qui faisait le sel de ces marques, excepté pour Peugeot peut-être. Et pour cause. Les plateformes développées par le français avant la disparition de son centre technique à Vélizy sont assaisonnées à toutes les sauces. Qu'on achète une 208, une 2008, une Corsa, une Moka, une Fiat 600, une Jeep Renegade, une DS3, une Alfa Junior ou une Lancia Y, vous avez la même auto. Motorisation électrique et thermique sont identiques. Les suspensions sont identiques. Les logiciels sont similaires. Etc., etc., etc. Du coup, dans les marques à image de Stellantis, vous payez très cher ce que vous trouvez pour bien moins cher dans des marques populaires. Et ça se voit, ça se sait. La qualité des matériaux et la différenciation du design ne suffisent plus ici. La clientèle veut des choses différenciantes. Mercedes est en train de le comprendre aussi, et on verra bien ce que les chiffres de vente de la CLA pourront donner. Parce que c'est une vraie Mercedes, et non pas simplement une auto qui va assembler des pièces venues d'ailleurs. D'autres marques payent aussi en ce moment ce type de politique, comme Volkswagen. L'autre problème avec la politique de M. Tavares est que, quelle que soit la marque, le plus important est de dépenser le moins possible dans le produit, aussi bien dans la conception qu'à la construction. Voilà comment on arrive à des situations comme les problèmes des C3 actuels. Produits indiens grimés par des bureaux d'études qui ne communiquent pas entre eux et sont sélectionnés pour le prix qu'ils facturent à Stellantis plutôt qu'autre chose. C'est aussi très visible dans la technologie ou le design des plateformes dérivées des 208, qui sont globalement inchangées depuis plus de 10 ans. Même la nouvelle plateforme D3008 qui vient de sortir a un parfum d'obsolescence. Au final, M. Tavares a passé 10 ans à faire taire ses ingénieurs, à standardiser tout ce qu'il pouvait en pensant leurrer les clients, et à terroriser ses équipes pour faire passer ses idées. Ce qu'il en résulte est consternant, mais tout à fait prévisible. Comme je le disais depuis des années, les produits Stellantis n'ont plus d'âme, et plus de qualité de conception. Au niveau fabrication, on le voit sur les 3 cylindres PureTech, mais aussi sur les HDI depuis les 1,6 litre et 2 litres AFAP, et pire encore, avec les actuelles gammes électriques qui devaient symboliser l'avenir. Elles sont juste les pires électriques que vous puissiez acheter sur le marché. Le départ de M. Tavares donne aujourd'hui de l'espoir, et on espère que tout ceci est du domaine du passé. On attend la nomination du nouveau patron sous peu, et l'espoir est permis de voir Stellantis éviter la faillite ou le démantèlement. Il semblerait que John Elkann, actuellement président du conseil d'administration et dirigeant par intérim de Stellantis, soit sur une ligne totalement opposée à M. Tavares. Mais cela prendra des années avant que le changement ne soit perceptible.
Du moins s'il y a changement et si le nouveau patron est réellement un passionné des marques qu'il va diriger. Reste que si certaines conceptions techniques sont longues à changer, il est tout à fait possible de rapidement faire des évolutions pour éliminer certains choix malheureux. Cela demandera un peu d'humilité, mais lorsqu'on voit à quelle vitesse Renault a tourné la page Carlos Ghosn, il est toutefois possible de voir des signes positifs dans les prochains mois déjà. Du coup, je vous prépare une vidéo que les décideurs de Stellantis devraient regarder, car elle contiendra des clés pour améliorer très rapidement leurs produits électriques, et en particulier celui dont je vais parler, la i208. Ne manquez pas cet épisode. Décidément, à chaque événement où le robotaxi est présent, même s'il n'est pas officiellement organisé par Tesla, on en apprend un peu plus sur la nouvelle génération que préparent les ingénieurs de la marque. Et clairement, ce n'est pas sur le plan logiciel que c'est le plus intéressant. Le 5 décembre dernier s'est déroulée une présentation du robotaxi à une audience acquise à sa cause, le Tesla Owner Club de la Silicon Valley. À cette occasion, Eric He, ingénieur en charge du projet du taxi autonome, a révélé plusieurs choses intéressantes. Premièrement, la nouvelle génération de Tesla aurait 50% de pièces en moins par rapport à une Model 3. Waouh! Si on regarde les déclarations passées d'Elon Musk à l'époque du lancement de la production de celle-ci, et de ce que l'histoire a appelé l'enfer de la production ou Production Hell en anglais, la voiture se composait d'environ 10 000 pièces. Passer à 5 000 pièces est une sacrée performance. Attention toutefois, hein. Lorsqu'on parle de pièces, cela peut aller d'un carter moteur jusqu'à la moindre vis ou rondelle. Si on ne parle que des pièces principales, alors une Model 3 est plutôt composée de 6 000 pièces. Toutefois, Eric He a donné un autre chiffre intéressant. Et ici, on ne parle plus de vis ou de rondelles, mais bien d'éléments manufacturés par le constructeur dans ses usines. La structure du robotaxi se composerait de 60% de moins de pièces qu'un modèle Y. Mais de quoi parle-t-on? D'un modèle Y d'origine dont la coque économisait environ 170 pièces par rapport à la 3, avec un seul gigacasting arrière, ou bien de la version Roadrunner à 2 gigacasting et batterie structurelle qui économisait pas loin de 500 pièces. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais en tout cas, parvenir à un tel résultat est juste énorme. J'ai pas mal réfléchi aux moyens que Tesla aurait pu utiliser, et j'ai trouvé une partie des réponses dans une de mes anciennes vidéos, celle où je parlais d'un futur où les Tesla seraient produites sans peinture. C'est juste ici dans les fiches. J'évoquais une coque en composite, et un usage massif de gigacasting. En effet, j'avais eu sous les yeux une architecture ayant déjà réalisé une telle prouesse, l'Aptera. En faisant quelques suppositions, imaginez un plancher en gigacasting, des flancs structurels produits de la même manière, mais uniquement pour permettre un positionnement parfait des panneaux de carrosserie structurels. La structure latérale n'est pas là pour la rigidité, en tout cas pas totalement, c'est la carrosserie qui va la faire. Mettez en plus 2 ou 3 renforts au niveau du toit en profilé d'aluminium extrudé et vous avez une coque. La partie aluminium serait donc réduite à une dizaine de pièces. Ensuite, en utilisant la technique des pièces forgées en composite, comme fait l'Aptera, il est très simple de réaliser le reste de la structure, et une structure porteuse. Et là, on parle vraiment d'un exosquelette où toute la carrosserie va servir à la rigidité de l'ensemble. Un grand bac en composite permettrait de faire le coffre et la cloison derrière les sièges. Les flancs seraient faits en 2 pièces, les portes en 3 pièces, un cadre en aluminium moulé ou embouti, plus un panneau intérieur et un panneau extérieur. Et il ne reste que le capot en une seule ou 2 pièces, le haillon et le toit. Comme pour l'Aptera, il devient possible de produire l'auto sans peinture et de teinter dans la masse la peau extérieure. La petite start-up de San Diego a aussi démontré un autre avantage de ce type de construction. Avec la précision rendue possible par les matériaux composites forgés, on peut se permettre de réaliser des emboîtements qui se font naturellement et permettent un meilleur maintien, un peu comme des briques de Lego. Imaginez la résistance qu'on peut obtenir en collant ensemble des Lego. Le tout pour un poids sacrément réduit. Au final, le robotaxi nous réserve pas mal de bonnes surprises techniques à mon avis. C'est juste dommage que ce ne soit pas destiné à un véhicule conduisible par les clients. Avis personnel. Mais bon, rien n'empêche un autre constructeur de suivre cette voie et de coiffer sur le poteau Tesla pour construire une compacte bon marché et efficiente à tous les niveaux. À moins que cette entreprise n'existe déjà. Encore une fois, à suivre.
Si l'actualité politique est aujourd'hui plutôt tournée vers les luttes politiciennes et les revirements d'une gouvernance chaotique, les affaires courantes n'en continuent pas moins sans réussir à percer le chaos médiatique actuel. C'est du côté de la voiture électrique que le pouvoir politique a décidé de suivre l'exemple allemand, et probablement américain, en rabotant ou supprimant purement et simplement les aides de l'État pour les voitures électriques. Le 1er décembre dernier, un dimanche, vous verrez c'est important, était publié le décret d'application du bonus 2025, avec effet immédiat. Aïe! C'était arrivé déjà plusieurs fois depuis la création du bonus en octobre 2007 par une loi de finances rectificative. Mais ce n'était pas une généralité. En général, il y avait un délai. Au départ conçu pour récompenser les autos émettant moins de CO2, les incitations pour les voitures électriques étaient super élevées. Mais comme il n'y avait pas d'autos sur le marché, personne ne s'en souciait. Pourtant, avec les accords sur le climat et l'engagement des États pour décarboner les transports, cela change rapidement, et un bonus de 6 000 € sur les voitures électriques est mis en place en France. L'objectif était de porter les ventes de la star de l'époque, la Renault Zoé. C'était un très bon soutien à l'économie française. Pourtant, un autre acteur entre discrètement en 2013 sur notre territoire, Tesla. Entre les modèles S et X, il faudra 4 ans pour que le chiffre de 1000 voitures vendues soit atteint dans l'Hexagone. Pas de quoi fouetter un chat selon pas mal de monde. Le bonus est alors accordé sans distinction de revenus ou de valeur d'achat des véhicules. L'arrivée de la Tesla Model 3 en 2019, puis du Model Y en 2021 va tout changer. Ces autos sont meilleurs marché et peuvent être produites en masse. De plus, elles ont secoué l'industrie automobile traditionnelle qui fourmille de nouveaux modèles pour contrer la montée des ventes de l'américain. Le budget alloué au bonus explose à un tel point que l'État ne sait plus comment le financer. Il faut alors réduire l'hémorragie. C'est chose faite, du moins en apparence, dès 2022, avec des conditions d'obtention plus drastiques. Les autos coûtant plus de 45 000 € sont exclues. En 2023, c'est le score écologique de la production des autos qui est introduit pour supprimer le bonus aux autos produites en Chine. Cette année, on voit arriver un nouveau coup de rabot, et de manière plutôt vicieuse, mais compréhensible du point de vue de l'État. Publier le décret un dimanche avec effet immédiat dès le lendemain 0 heure, éviter la ruée des derniers acheteurs vers les concessions. Ici, on n'essaye pas de pousser les ventes en fin d'année parce qu'elles n'ont pas été bonnes, on essaye juste de réduire l'hémorragie au niveau du budget. En faisant cette annonce à un moment où ceux qui n'avaient pas encore signé ne pouvaient plus le faire, cela sauvegardait un peu les finances de l'État déjà bien mis à mal par un succès mal évalué. Pour 2024 donc, le bonus baisse à 4 000, 3 000 et 2 000 € en fonction des revenus, toujours dans la limite des 47 000 € facturés et à l'exclusion des autos produites en Chine. Pour les utilitaires, c'est la suppression pure et simple du bonus qui est actée, tout comme pour les véhicules légers à 2, 3 et 4 €. La prime à la conversion disparaît elle aussi. D'autres incitations suivent le même chemin, comme la prime véhicule propre en Île-de-France qui est supprimée. Voilà qui peut sembler étonnant ou contre-productif. Mais ce n'est pas nouveau du tout en fait et on aurait dû s'y préparer. L'État ne fait que reproduire ce qui s'est déjà fait régulièrement dans le commerce. Imaginez revenir à la fin du siècle dernier. Les opérateurs en télécommunications sont sur le pied de guerre pour pousser à l'adoption des téléphones portables. Les GSM sont chers et pas du tout bon marché à produire. Ils sont inabordables pour beaucoup de particuliers et les fabricants, comme les opérateurs, doivent rentabiliser leurs investissements. Ils proposent donc les appareils gratuitement ou presque, mais moyennant un abonnement mensuel cher, tout en restant relativement acceptable pour les clients. Et ça marche. Petit à petit, les téléphones évoluent vers les smartphones et les opérateurs ne peuvent plus les offrir en conservant des abonnements abordables. Ils proposent donc des formules intermédiaires avec des prix d'achat minorés et des abonnements majorés, ou carrément des abonnements avantageux pour peu que vous achetiez vous-même votre smartphone. D'une économie de dons déguisés, on est passé à un marché où le client paye son smartphone en connaissance de cause. Pour la voiture électrique, c'est pareil dans une moindre mesure. L'adoption massive a mis un stress important sur les budgets et donc les aides doivent baisser. Cela pose un autre souci en plus. L'État perçoit une taxe sur les produits pétroliers. Taxe qui diminuera forcément si on vend moins d'essence. C'est un problème, oui, mais c'est seulement un problème temporaire.
Actuellement, l'équilibre entre les taxes sur le pétrole et ce que reversent les instances politiques sous forme de subventions à l'industrie pétrolière est très légèrement positif pour les États. En fait, l'État ne gagne quasiment rien au final. Or, le pétrole est en crise, car si les ressources existent, elles sont de plus en plus compliquées à extraire. Il faut donc utiliser des techniques plus énergivores et plus polluantes, et cela grève les coûts de chaque baril. Or, l'industrie du pétrole est si présente dans nos économies que celle-ci a un pouvoir énorme sur nos dirigeants. Ainsi, plus de 2000 milliards de dollars ont été versés aux compagnies pétrolières dans le monde en 2022 à titre de subvention. Mais il y a plus. En fermant les yeux sur les dommages collatéraux créés par l'industrie du pétrole, ou en légalisant les pratiques environnementales dommageables, ce sont plus de 5000 milliards de dollars de dégâts qui sont supportés par la communauté ou par les habitants impactés par ces pollutions. Ces subventions, officielles ou cachées, n'ont cessé d'augmenter depuis les années 70, et ça risque de s'amplifier. L'équilibre est rompu, et ce que rapporte la vente des carburants ne couvre plus les dépenses de santé, les incitations fiscales ou les aides qui permettent à ce jour de bénéficier d'un prix à la pompe abordable. Les calculs sont pas bons, Kevin. Si le vrai prix économique, sanitaire et environnemental devait être payé par le client, chaque litre de carburant se verrait plusieurs fois multiplié. Bon, maintenant que nous avons traité le passé, voyons le futur. Comme nous l'a enseigné le cas des téléphones portables, une baisse des subventions va fortement impacter les ventes. Comme ça a été le cas lorsque il y a eu de plus en plus de téléphones payants chers. Toutefois, cette baisse ne sera que temporaire. Il aura fallu moins de 10 ans au marché du smartphone pour prendre une ampleur énorme, et ce malgré les prix, et la disparition, finalement, des téléphones gratuits. Donc les 2 prochaines années seront dures pour la voiture électrique en raison de 2 facteurs. La baisse des ventes liée à la disparition des bonus, et la baisse des marges. Pour la baisse des ventes, on en a parlé. Mais pour la baisse des marges, c'est bien plus compliqué car elle impactera différemment chaque constructeur. Nous avons d'un côté certains constructeurs traditionnels européens ou japonais. Ceux-ci ont utilisé leurs bonus afin d'avoir une marge correcte, sans avoir recours aux recherches et développements pour améliorer leur marge. Ils n'avaient pas besoin d'innover pour être dans les prix de marché. Ainsi, ils ont pu vendre des autos à prix artificiellement élevés et faire des marges suffisantes pour que leur gamme électrique ne grève pas les autres bénéfices de l'entreprise, et donc les dividendes des actionnaires. D'un autre côté, les constructeurs qui ont joué le jeu ont aussi encaissé ces bonus, et ceux-ci leur ont permis de vendre des autos en faisant des bénéfices plus importants que sans le bonus. Cet argent a servi à faire progresser la technique pour réduire les coûts. On parle ici de Tesla, mais aussi d'autres acteurs comme Volvo ou Renault. D'un autre côté, ceux qui ont été exclus comme les Chinois ont dû travailler dur pour réduire leur coût de revient des autos, et ont donc un avantage concurrentiel technique sur les immobilistes. L'Union européenne en est arrivée à la conclusion que c'était lié à des subventions de l'État chinois. Ce qui est partiellement vrai. Ils ont donc décidé de créer de nouvelles taxes d'importation, tout en poussant les hauts cris lorsque la Chine menace de faire de même pour les produits agricoles exportés par l'Europe, et subventionné par sa politique agricole commune, qui rapporte à certains exploitants plus que le revenu de la vente de leur production. Au final, les Chinois arrivent en force tout de même en contournant les dispositifs protectionnistes. Ils installent leurs usines tout autour de l'Europe, ce qui va petit à petit étrangler l'industrie intra-Union déjà bien affaiblie. Allons-nous donc vers une disparition totale des bonus? Oui, c'est évident, mais c'est pour la bonne cause. Enfin, peut en devenir une en fait. Les constructeurs vont devoir produire mieux, moins cher et plus intelligemment s'ils veulent continuer d'exister. Ceux qui ont de l'avance seront avantagés. D'un autre côté, les budgets des États ne sont pas extensibles à l'infini, et leur dette est un boulet qu'il faudra un jour ou l'autre alléger. Si l'industrie pétrolière perd sa prédominance dans tous les secteurs d'activité, et en particulier celui des transports, la pression qu'elle exerce sur les gouvernements va se relâcher, et ceux-ci pourront commencer à supprimer aussi les aides dont elles bénéficient. À l'instar de l'industrie du tabac qui commence à payer l'impact sanitaire de ses produits, il en sera de même pour le pétrole. En conclusion, la disparition des bonus et autres incitations pour la voiture électrique n'est pas une mauvaise chose, c'est juste une évolution logique du marché. Cela provoquera un flottement des ventes qui a déjà commencé, mais ceux qui ont pris le bon chemin ne risquent rien. Il va y avoir des naufrages, du sang et des larmes. Mais ceux qui sauront garder le cap finiront par devenir les maîtres du nouveau monde.
Et ça, ce n'est ni plus ni moins que la vie, avec son éternel mouvement et ses éternelles transformations. Pour l'histoire de la semaine, je tiens à remercier chaleureusement David Martineau de m'avoir fait découvrir le sujet de cette semaine. Nous n'allons pas parler d'une voiture, mais d'un magazine publié dans les années 90 et qui parlait de mobilité électrique avant tout le monde. Mobile E, c'est un journal papier. Avant l'avènement d'Internet et des sites web, blogs, vidéos et autres réseaux sociaux, la manière la plus utilisée de diffuser l'information était la presse papier. On avait certes la radio et la télévision, mais pour accéder à ces médias, il fallait en avoir les moyens, ou un peu de chance. Lorsque l'Aver France est créée, c'est une petite association qui fait figure d'ovni dans le monde des transports. Sensibiliser et informer sur le sujet en 1978 n'est ni une priorité, ni très glamour pour le grand public. La voiture électrique était confinée à quelques utilisations de niche très spécifiques, et les créateurs de voitures à batterie sont un peu considérés comme des illuminés. Pourtant, ils ne se découragent pas et créent un magazine appelé Mobile E. Ce sont 4 exemplaires de cette pépite que David a dégoté. J'ai pris quelques jours pour les parcourir, et je n'ai pu m'empêcher de sourire en voyant certains articles ou mises en avant. Le 3615 code Aver ou la révolutionnaire batterie cadmium-nickel du moment donne un côté délicieusement désuet à la publication, tout comme les images en noir et blanc. Pourtant, énormément de concepts ou d'idées ne sont pas du tout déconnantes, même 30 ans après la parution des exemplaires que j'ai pu avoir sous la main. On note toutefois que la mobilité électrique à cette époque, c'était surtout en ville et avec des petits véhicules légers, à la limite des vraies voitures. Lorsqu'on appréhende le concept, on se rend bien vite compte quels ont été les changements de paradigme qu'ont introduit GM avec son EV1, mais surtout Tesla avec sa Model S. En me replongeant dans le passé grâce à ces magazines, je me suis rendu compte que ce que je tiens aujourd'hui pour acquis était loin d'être une évidence il y a seulement 12 ans, lorsqu'Elon Musk a remis les clés de sa première Model S de série. Superchargeur, voyage au long cours, voiture connectée et plein de choses n'étaient qu'au stade de l'idée ou de l'embryon. Il est juste énorme de constater à quel point nous nous habituons vite au changement une fois que celui-ci est là, et à quel point nous tentons d'y résister jusqu'à ce qu'on y soit soumis. En 1995, la voiture électrique pouvait faire sourire dans la réalité, mais faisait aussi rêver ceux qui l'imaginaient dans d'autres utilisations. Si la voiture électrique moderne a fait son entrée dans l'inconscient collectif bien avant qu'elle soit une réalité, c'était grâce à la science-fiction. Mais sur le terrain, c'étaient les innovateurs et les journalistes qui entretenaient une flamme encore en veilleuse qui n'attendait que son moment pour éclore. On reparlera bientôt de ces magazines, ou du moins de certains sujets traités dedans, car ils sont super intéressants à vous faire découvrir dans les futures rubriques histoire des JMT. Bon. J'avais espéré une renaissance de Jaguar. Eh ben, paye ton espoir. Hein. Nous sommes le 3 décembre 2024 et j'ouvre mes réseaux sociaux. Si je ne publie plus sur X, j'y vais tout de même pour m'informer. Et je tombe sur un post surprenant. Je vois une image que je pense faite par une IA générative quelconque. 2 horribles coupés cybertruckesques avec une légende. Type 00 RIP Jaguar. En faisant une recherche, je découvre alors que cette auto n'est pas une création d'IA, mais bien le premier concept de ce que Jaguar prévoit pour l'avenir. Bon, vous l'avez compris, la direction que prend Jaguar me déplaît fortement, tout comme le véhicule qui nous a été présenté. Je vais donc commencer par me faire l'avocat du diable avant de passer à une analyse nettement plus nuancée en me mettant à la place des dirigeants de la marque. D'un point de vue style, je suis abasourdi. Pour moi, et j'insiste bien, c'est un avis personnel, ce truc est moche. Contrairement au Cybertruck dont le style a une justification technique, la Type 00 n'a aucune valeur positive en tant qu'automobile. C'est une étude de style qui confine à l'œuvre d'art abstraite, mais en tant que voiture, son design la dessert fortement. Un long capot proéminent. Pourquoi faire dans une électrique ? Une forme héritée des années 30, ok, certes, mais d'un point de vue habitabilité, c'est une catastrophe. Les faces avant plates et striées, juste une erreur monumentale en termes d'aérodynamique. Certes, la Type 00 aurait été un beau bronze design à mettre dans un bureau design. Mais c'est une auto, tout ce qu'il y a de plus déplorable. D'un point de vue marketing, c'est encore pire.
Jaguar tourne le dos à sa clientèle historique en supprimant tout ce qui faisait la grâce et le raffinement des autos de Sir William Lyons. Argumentant que le but est de faire quelque chose d'unique qui ne copie personne, c'est une imposture pure et simple. On retrouve des proportions déjà vues sur les Jensen Interceptor, les Maybach Vision 6, qui sont elles aussi anachroniques, mais au moins elles sont belles. Ou alors les Rolls-Royce Spectre. Le tout à une sauce pop art un peu guindée et minimaliste. Franchement, la Type 00, c'est Bollywood fait voiture. Bon, maintenant que j'ai un peu passé ma colère de fan de Jaguar, voyons ce qui a bien pu passer par la tête des dirigeants en créant cet engin. On sait que Jaguar a, par le passé, fait des choix discutables, notamment en faisant des recarrossages douteux de Ford Mondeo, ou en essayant de démocratiser à outrance ses produits. La fiabilité et l'authenticité en ont fait les frais, et les clients ont commencé à déserter les showrooms. La politique des grands volumes n'allait pas à Jaguar, dont la marque est un savant mélange d'exclusivité et de classe, accessible à des personnes de la classe moyenne. Thierry Bolloré a décidé de partir à l'opposé de la démocratisation, car vendre des voitures de grand luxe permet d'être bénéficiaire avec des volumes de production réduits. Lorsque l'on sait que la marque repart de zéro ou presque, c'est une décision qui a du sens. Or, sur le marché du luxe, il y a du beau monde qui a déjà une image bien établie. Bentley, Rolls-Royce ou Maybach occupent bien le marché et les deux premières ont aussi un parfum de tradition britannique au niveau de leur image. Même si le royaume de Sa Majesté Charles III n'y est pas pour grand-chose. Du coup, comment Jaguar pourrait-elle se démarquer de ses concurrentes? Avec un produit sportif. Lotus occupe déjà le terrain avec brio, avec un produit de luxe très traditionnel. Ce ne serait que s'attaquer frontalement aux marques que j'ai évoquées plus tôt. Faire de l'innovation technologique. Lucid ou même Tesla occupent déjà le terrain avec une grande longueur d'avance. Alors quoi? Si vous aviez vécu au Royaume-Uni dans les années 90 comme moi, vous auriez alors une réponse possible. L'Angleterre est une société très traditionnaliste, mais n'exclut pas l'excentricité. Pour avoir passé des moments inoubliables dans les pubs lors des discussions bon enfant entre punk, hippie et hommes d'affaires bon chic bon genre en costume, eh bien, je peux vous dire que c'était pas exceptionnel. Dans la rue, on voyait des gens très différents discuter ou travailler ensemble. La tradition et l'excentricité allaient de concert, tout comme dans les milieux artistiques que fréquentent les riches new-yorkais dans les années pop art autour d'Andy Warhol. Ce sont ces personnes que Jaguar vise avec la Type 00. Tous ceux qui veulent sortir du carcan du luxe un peu pompeux des Allemands, de la technologie un peu trop populaire des Américains ou de la tradition singée par les constructeurs britanniques. Jaguar veut se démarquer à n'importe quel prix afin d'exister de nouveau. Dans le groupe Tata, Jaguar et Land Rover sont siamois, mais le premier des deux jumeaux est mort à ce jour. Partir sur une approche totalement pétée représente un sacré courage, mais aussi la seule voie possible. Soit ça marche et la marque devient quelque chose de neuf, mais de vivant, soit ça échoue et ce ne sera pas bien grave pour le propriétaire indien qui conserve Land Rover, qui continue à gagner de l'argent. La Type 00 est donc un va-tout qui doit choquer autant que démarquer une vieille dame qui veut retrouver une nouvelle jeunesse, même si cela doit décevoir ses plus grands fans. J'espère sincèrement que cela marchera, même si je n'aime pas ce qu'ils ont fait. La diversité vaut toujours mieux que l'ennui. À suivre aussi avec intérêt. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ou un commentaire pour le référencement. Et si vous avez découvert ma chaîne grâce à cette vidéo, eh bien, allez voir un petit peu les anciennes, il y en a qui pourraient vous intéresser. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.